Tu n'es pas d'ici, hein? C'est la toute première chose que le juge a dite, pas son nom. Pas un bonjour, juste ça. Balancé avec un sourire en coin, qui disait tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, cette gamine. C'est déjà une blague. La salle a ri un rire étouffé mais cruel. Même l'huissier a esquissé un sourire. Et la fille debout à la table de la défense, Zalaya Monroe. 16 ans, dans son blazer de friperie et ses vieilles Converse. Elle a juste serré plus fort son bloc-notes froissé. Ouais, elle avait un accent épais. Fier, un mélange de bayou brut et d'intuition du Sud. Mais ce que personne dans cette salle n'avait pris le temps de découvrir, ce que personne ne savait, c'est que Zalaya avait passé 18 mois à étudier le droit comme si sa vie en dépendait. Parce que c'était le cas. 2 semaines plus tôt, Zalaya s'était fait arrêter devant son petit frère. Juste là, dans leur allée, les gyrophares tournaient comme pour un carnaval maudit. Pas de sommation, pas d'explication. Juste 2 policiers blancs qui descendent de la voiture, demandent si elle est bien Zalaya Monroe, et lui passent les menottes avant qu'elle ait le temps de répondre. Le motif entrave à la justice, à 16 ans. Pourquoi? Parce qu'elle avait aidé son mécanicien de quartier, M. Léon, à rédiger une lettre de plainte formelle contre un autre garage qui l'accusait de lui avoir tendu un piège en déposant de fausses preuves. Elle n'avait pas falsifié de preuves. Elle n'avait pas menti. Elle n'avait rien caché. Elle avait juste aidé un homme à trouver les bons mots, parce qu'il avait demandé, parce qu'il ne savait pas comment les dire. Mais apparemment, quand une fille noire aide un homme noir à se faire entendre, on appelle ça un crime. Au commissariat, personne ne lui a vraiment expliqué ce qu'on lui reprochait. Juste des menaces floues, des regards dédaigneux. Et puis le substitut du procureur Marcus Vaughan est arrivé cheveux lissés, costume hors de prix. Zéro compassion. Il l'a regardé comme un problème qu'il avait déjà envie de classer. « T'es maligne, hein? » a-t-il dit en feuilletant la lettre, comme s'il s'agissait d'une farce. « Tu veux jouer à l'avocate? J'ai juste aidé un ami qui ne savait pas comment s'exprimer, » a répondu Zalaya. Il a souri. Condescendant. Et maintenant cet ami est suspecte. Grâce à toi, son dossier est plus compliqué. Mais bon, accepte un accord. Fais quelques heures de travaux d'intérêt général. Continue l'école, et tout ça disparaît. Elle n'a pas cilié, et elle a dit 4 mots de « Je veux un procès ». Ouais. Une ado de 16 ans qui regarde un adulte dans les yeux et exige un procès. Vaughan a ri. Un procès. T'as même pas d'avocat. Zalaya a sorti de son sac un vieux bouquin abîmé Gideonville. Wainwright. Chaque page surlignée de jaune. Le 6e amendement me donne le droit à un avocat, monsieur, mais il me donne aussi le droit d'y renoncer. Et c'est comme ça que tout a commencé. Le jour de l'audience, la salle d'audience était en ébullition. Journalistes avec leur badge, étudiants en droit essayant de faire semblant de ne pas fixer, et même quelques ados prêts à lancer un live sur TikTok. Tout le monde s'attendait à un désastre, mais Zalaya n'était pas venue pour distraire. Elle était venue pour démolir. Elle est entrée seule sans avocat, sans costume chic, juste son blazer d'uniforme scolaire, les perles de sa mère et une pile de notes manuscrites remplies de références juridiques plus solides que n'importe quel examen de droit.
Elle s'est installée calmement à la table de la défense, a aligné ses papiers et a attendu. Et puis le juge Arnold Felton est entré la soixantaine, célèbre pour ses colères et son regard hautain. Il l'a fixée par-dessus ses lunettes comme si elle était une mauvaise blague. « Mademoiselle Monroe, dit-il, vous avez renoncé à un avocat, c'est bien cela. Oui, votre honneur. Et vous comptez vous défendre seul. Exactement, monsieur. » Et là ce silence pesant qui trahit le mépris. Puis il a lâché. « Moqueur, vous pourriez articuler un peu. On a du mal à suivre votre dialecte. » Rire dans la salle. Encore. Zelaya a cligné des yeux, puis s'est levée. Elle s'est tournée vers le jury et a dit, d'une voix calme mais ferme, « Bonjour, je m'appelle Zelaya Monroe. Je viens de East Baton Rouge. Je suis né ici, et je vous promets d'ici la fin de ce procès. Vous comprendrez chaque mot que je prononce. » Et là, l'ambiance a changé. Le procureur Vaughan a attaqué fort, l'a traitée d'arrogante, a dit qu'elle avait interféré dans une enquête fédérale, a dit au jury que ce n'était pas un débat scolaire. Zelaya l'a laissé finir. Puis, elle s'est levée à son tour. Elle a levé la fameuse lettre, celle qu'il présentait comme preuve, et a dit « Ceci ne cache pas la vérité, ça la documente. Ça ne perturbe pas la justice, ça la révèle. » Et doucement, mais avec tranchant, et pour le registre, « Monsieur, je garderai mon accent. C'est vous qui devrez suivre. » Plus un bruit. Pendant la pause, un jeune assistant juridique blanc la vingtaine, mal à l'aise, est venu la voir. « C'était courageux, ce que vous avez dit. » Il a baissé la voix. « Le juge Felton, il a des antécédents, des plaintes, mais personne n'ose le défier. » Zelaya l'a regardé droit dans les yeux. « C'est parce qu'ils n'ont jamais eu à se battre depuis ce côté du banc. » Le lendemain, elle est revenue encore plus préparée, et elle avait trouvé quelque chose, une erreur de timing. Quand le policier Blake, celui qui l'avait arrêté, a témoigné, elle lui a posé une question toute simple. « À quelle heure m'avez-vous arrêté? » « À 16h47. » Et la lettre a été remise à quelle heure? 14h15. Elle a alors sorti une vidéo de surveillance d'un garage. On y voit Léon remettre la lettre à 14h45 pendant qu'elle était encore en classe, prouvé par les registres scolaires. Alors, officier, expliquez-moi, comment ai-je pu interférer dans quelque chose où je n'étais même pas présente? Il a bégayé. Est-ce que vous m'avez vu lui donner cette lettre? Vous m'avez entendu la dicter. Non, mais il a dit que vous l'aviez aidé. Et ça suffit pour arrêter une lycéenne. Il a baissé la tête. C'était le contexte. Ce moment est devenu viral. Mais le procureur n'avait pas dit son dernier mot. Il a appelé Madame Langston, professeure d'anglais de Zelaya, celle qui lui avait dit un jour qu'elle aurait plus de succès si elle parlait moins comme une fille du Sud. Langston a déclaré que Zelaya était trop sûre d'elle. Difficile, opposante. Zelaya s'est levée. « Objection, votre honneur. Ce n'est pas un mobile, c'est une attaque sur mon caractère. » À la surprise générale, le juge a accepté, mais Zelaya ne s'est pas arrêtée là. Elle a rappelé une dissertation qu'elle avait rendue comparant « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur à la morte de Trayvon Martin. » Vous m'avez mis un C- avec le commentaire «
trop émotionnel, pas assez objectif. Puis elle s'est tournée vers le jury. Elle ne jugeait pas mon style, elle jugeait ma réalité. Le jour du verdict, la salle n'appartenait plus au juge ni au procureur. Elle appartenait à Zalaya. Elle ne fit pas de discours. Elle posa une chaise identique à celle où elle avait été assise lors de son arrestation, devant le jury. Elle s'y assit, son sac sur les épaules. « C'est ici que j'étais, une ado, de retour de l'école, et c'est ça qu'ils ont appelé un crime. » Elle montra la lettre. « Ils vous ont donné la peur et l'ont appelée preuve. Ils vous ont donné un soupçon et l'ont appelée loi. Moi, je vous ai donné la clarté. » Et en s'approchant, « Si je suis ici uniquement pour avoir utilisé ma voix, alors peut-être que ce n'est pas moi qu'on juge. » Silence total. Même le juge regardait ailleurs. Le jury est revenu 1 heure plus tard. Non coupable. Pas d'applaudissements. Pas tout de suite. Juste un souffle coupé. Puis les larmes de sa mère. Et une étreinte si forte qu'elle en a vacillé. « Tu l'as fait, ma fille. Tu l'as vraiment fait. » Vaughan a quitté la salle, tête basse, sans un mot, dehors, des caméras, des étudiantes, et une femme de l'Innocence Project qui lui tend une carte. « Si tu veux une mentor un jour, appelle-moi. » Zalaya l'a glissé dans sa poche, sans sourire. Pas encore. À la maison, son petit frère avait rempli le salon de pancartes « Faites main, tu as gagné », la plus intelligente du monde. Et peut-être qu'elle l'était. Ou peut-être qu'elle était juste la première à parler, quand tout le monde voulait qu'elle se taise. Dans tous les cas. Mais elle l'a dit mieux que personne. À ceux qui pensent qu'une fille noire du Sud, avec un accent, ne peut pas comprendre la justice. J'espère que vous avez bien écouté. Et toi? T'en penses quoi? C'était juste une ado qui a eu le courage de se défendre, ou elle a révélé quelque chose de bien plus profond sur la façon dont le système entend ou ignore certaines voix. Dis-nous ce que tu ressens dans les commentaires. Et si tu penses que ces histoires doivent être entendues, mets un like, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que la justice ne parle qu'avec une seule voix. À bientôt pour la prochaine histoire.